Bonjour à tous. Alors moi aussi, comme Fabien, j'ai un peu changé le titre de mon exposé. Je me suis dit qu'à quelques semaines de la COP 21, il était peut-être intéressant de réfléchir ensemble à ce que pouvait être cette fameuse adaptation au changement climatique, et particulièrement dans le secteur urbain. Adaptation au changement climatique, c'est une phrase qu'on rencontre beaucoup dans les journaux, enfin, chacun se pose la question. J'aimerais qu'ensemble, on réfléchisse à ce qui pourrait y avoir derrière. Avec l'idée d'une dualité, est-ce qu'on va plutôt vers une ingénierie climatique ou écologique? Alors, mon exposé, ça sera d'abord quelques constats, des éléments de contexte. Ensuite, une discussion sur qu'est-ce qu'une adaptation, et particulièrement dans le milieu urbain. Et puis, on parlera de cette dualité, ingénierie climatique ou écologique. Alors, tout d'abord, pour revenir à un schéma que vous connaissez certainement tous, la ville. La ville, c'est pas simplement une somme de bâtiments ou un ensemble d'habitants qui sont dans ces bâtiments. La ville, c'est plus que ça. C'est une interaction entre des systèmes humains, certes, mais aussi des systèmes naturels. Ils sont là. Et chacun, et ça c'est un peu la complexité du système urbain, eh bien, est partagé entre des processus et des patterns qui sont liés à nos sociétés. Mais en toile de fond, il existe aussi eh bien, des processus et des patterns qui sont propres au système vivant, qui sont différents. Dans une ville, on va regarder tout ce qui est démographique, technologique, l'économie, les institutions, tout ce qui est culture, tout ce qui est flux d'informations. Et puis, du côté des systèmes vivants, eh bien, on va avoir tout ce qui est production primaire, toutes les populations de ces êtres vivants-là, tout ce qui est lié avec des aspects nutriments et modifications. Et ça, voilà, je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Je pense que nos sociétés humaines, elles sont vraiment très connectées à ça. Et dans cette réflexion de ce que pourrait être une ville durable, cette interaction, elle est essentielle. Alors, juste une illustration de ce que je viens de dire. Vous voyez qu'on peut mêler, on mêle des bâtiments, des infrastructures avec tout un vivant qui est là, lui aussi. Alors, la grande question aujourd'hui, que tout le monde essaye de répondre, c'est finalement quelles seront les villes pour demain, sachant que deux faits majeurs marquent un basculement mondial très important. Tout d'abord, le réchauffement climatique, bien sûr, mais aussi la démographie. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que si en 2007, on avait une grosse proportion des habitants de ce monde qui vivaient en ville, eh bien, ça va s'accentuer, s'accélérer dans le futur, jusqu'en 2050, où on s'attend à des chiffres jusqu'à 65% des populations humaines dans les villes. Donc, les défis que va relever la gestion des villes vont être de taille. Alors là, juste, c'est pour vous remettre dans le contexte, contexte du changement climatique, des éléments du GIEC ou de l'IPCC qui montrent qu'effectivement, on va vers un réchauffement climatique, vous le savez tous, et que finalement, si on regarde ce qui se passe particulièrement dans les villes, eh bien, on a un îlot de chaleur qui est démontré, particulièrement, voilà, là, par exemple, sur Paris, on va vers jusqu'à plus 4 degrés. Ici, juste une représentation de la température de l'air à 2 mètres du sol, le 10 août 2003 à 6 heures du matin à Paris. Et donc, vous voyez que plus c'est rouge, plus la température est forte. Donc voilà, c'est juste une illustration de choses que vous savez déjà. Et puis juste pour ajouter les populations urbaines croissantes, si vous regardez les projections qui sont faites quant aux populations urbaines jusqu'à 2050 et populations rurales, vous voyez que, ce que je disais tout à l'heure, on a une élévation des populations en ville importante. Alors, la question de l'adaptation, elle est intéressante et des fois, il faudrait se poser un peu derrière qu'est-ce que ce terme d'adaptation. Qu'est-ce que l'adaptation pour vous? J'aimerais que... Alors, j'ai pas le temps de faire un sondage dans la salle,
Mais j'aimerais bien que vous réfléchissiez 2 minutes à ce que c'est pour vous l'adaptation. Parce que vous êtes déjà posé cette question-là. Le terme, il est tellement maintenant passé dans un langage courant, commun, que finalement, on ne s'interroge même plus sur quand on dit faut s'adapter au changement climatique, qu'est-ce qu'on met derrière. Donc voilà, réfléchissez 2 minutes. Et moi, je vais vous donner un peu mon point de vue. Alors si je prends le livre blanc qui a été fait au niveau de l'Europe et qui donne une définition de l'adaptation, voilà ce qu'on peut lire. L'adaptation, elle consiste à rendre les systèmes ou territoires moins vulnérables au dérèglement climatique par des actions diminuant les impacts effectifs du changement climatique ou améliorant les capacités de réponse des sociétés et de l'environnement, qu'ils soient naturels ou cultivés. Ça veut dire derrière ça qu'on va aller vers un ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d'atténuer les effets néfastes ou d'exploiter des opportunités bénéfiques. Et d'ajouter l'importance d'adapter la gestion des écosystèmes pour les rendre plus robustes et résilients face au changement. Alors ça, c'est des termes qu'on rencontre aussi, cette idée de robustesse, cette idée de résilience. Le terme de résilience, c'est extrêmement intéressant de regarder dans la bibliographie comment depuis 10 ans, c'est un terme qui est utilisé, lui aussi, de façon extrêmement importante. On parle de système résilient. Et posez-vous aussi la question, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un système résilient ? Alors juste, pour illustrer ce terme de résilience, eh bien, je vous ai mis là un schéma assez intéressant qui rend bien compte de ce que veut dire cette résilience par rapport à des processus écologiques, notamment dans le temps. Vous avez les systèmes écologiques qui sont sur ce qu'on appelle des états de référence, c'est-à-dire l'état où il est avant perturbation. Et puis tout d'un coup, eh bien, on a un changement brusque qui va arriver dans l'environnement qu'on appelle une perturbation. Eh bien, par rapport à cette perturbation, on dit que la durabilité écologique, elle est définie par la persistance à long terme de la structure et du fonctionnement d'un système au voisinage d'un état de référence non perturbé. Après une perturbation, le système va s'écarter plus ou moins de son système de référence, c'est bien normal, en fonction de sa résistance. S'il n'est pas suffisamment résistant, il va disparaître. Et il mettra plus ou moins de temps pour atteindre à nouveau cet état de référence en fonction de son élasticité. Et ce que l'on appelle cet état de retour, eh bien, c'est la résilience. Mais ce qui est extrêmement important de réfléchir à ce moment-là, c'est que quand le système résilient va revenir dans son état de référence, l'état de référence, lui, dans le temps, il aura bougé. Et pour revenir à son état de référence et ne pas rester sur place, eh bien, il va falloir qu'il soit lui-même dans une transformabilité pour lui permettre de rejoindre cet état de référence. Et c'est cet aspect dynamique que j'aimerais partager avec vous parce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre évidemment les processus écologiques, mais pour comprendre une durabilité plus large de nos systèmes vivants, mais aussi nous, en tant qu'espèces, dans ces systèmes vivants. Et c'est pour ça que je voulais faire un focus sur cette notion d'adaptation, pour vous dire que finalement, cette adaptation au changement climatique, elle ne doit pas être simplement vue comme un objectif au contour fixe qu'il faudrait construire et atteindre sur une période longue, mais c'est un état progressif qui n'est jamais stabilisé. Et donc, dans cette idée d'adaptation, eh bien, on peut le voir sous 3 dimensions. Tout d'abord, comme un processus. Le fait d'être ou non en train de s'adapter. Là, on est dans une vision darwinienne, évolutive, voilà. On est dans le processus de cette adaptation. Ça peut être un état, on est ou on n'est pas adapté, ou une stratégie, celui de vouloir ou non s'adapter. Alors, si je reviens à cette idée de processus, on va regarder un peu les 3 éléments parce que c'est important par rapport à cette construction que je voudrais faire avec vous.
Dans l'idée de processus, il y a l'idée d'évolution, il y a l'idée que les systèmes sont dynamiques et que cette dynamique, elle est nécessaire pour aller vers cette résilience dont je parlais tout à l'heure et transformabilité. Si je prends ce que disait Lamontagne en 1996, il disait que finalement, le vrai problème de l'évolution est que les organismes sont en construction constante de leur propre monde et créent les problèmes qu'ils ont ensuite à résoudre. Et juste pour vous illustrer ça, c'est issu d'un article assez récent, pour vous montrer que cet espace adaptatif évolutif dont je parle, c'est quelque chose d'assez restreint dans un espace de non-adaptation. Et que finalement, pour rester dans cet espace d'adaptation, eh bien, c'est un chemin de transformabilité constant pour ne pas tomber dans la maladaptation. Et au pire, si on y tombe, eh bien, c'est d'autres espèces ou d'autres systèmes vivants qui viendront prendre la place. Donc vous voyez, ça, on appelle ça en écologie un paysage adaptatif qui représente bien cette idée de processus dans lequel, eh bien, pour se maintenir, on a besoin de progresser. Si je passe maintenant à l'idée d'état, qui est une autre façon d'interpréter ce qu'est l'adaptation, eh bien, c'est l'idée d'être ou non adapté. Eh bien, c'est au moment où l'on dresse le constat, ça va faire référence à des projets, des plans nationaux, des évolutions de pratique. La pratique, elle est adaptée ou non à ce que l'on souhaite faire sur cette question-là. La dernière notion importante, c'est celle de stratégie. Et c'est celle qui est au fond très utilisée aujourd'hui. Celle de vouloir ou non s'adapter, c'est-à-dire c'est une manière d'organiser l'action en vue d'un objectif spécifique, c'est une intention, voire une anticipation, d'agir au travers de modes de gestion des territoires ou des sociétés. Et donc, évidemment, derrière ça, on va réfléchir à différentes échelles, qu'elles soient temporelles ou spatiales. Ça signifie donc que quand on parle d'adaptation, et particulièrement d'adaptation au changement climatique, eh bien, on va avoir des discours différents, des perceptions différentes, des objectifs différents en fonction des acteurs et en fonction de ce que chaque acteur imagine par rapport à l'adaptation qu'il va proposer. Le chemin selon lequel un territoire va s'adapter au changement climatique, eh bien, il doit être dynamique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement dire « je veux qu'on soit adapté » ou imaginer une stratégie, c'est les trois, processus et ta stratégie. Et on appelle ça une trajectoire d'adaptation. Et donc, on est sur la nécessité de se concentrer plus sur le mouvement que sur le résultat final, puisque de toutes les façons, le résultat final, il est complètement incertain. Et donc, l'adaptation, elle ne doit pas, comme je le disais au départ, être prise comme un objectif idéal au contour fixe. Hein. Voilà, j'ai une solution clé en main que je pose sur la table. Elle demande une idée de processus sur une démarche beaucoup plus longue. Alors aujourd'hui, tel que l'on raisonne l'adaptation au changement climatique des villes, eh bien, la réflexion, elle est essentiellement focalisée sur ce que j'appelle l'ingénierie climatique, c'est-à-dire qu'on a un problème, on va prendre une solution unique, et pour aller vers cet état adapté, et on a besoin de le faire très rapidement. Par exemple, quand on décide de faire un changement dans un seul sens de l'usage des terres, je convertis des forêts en territoire agricole, par exemple, je suis sur une stratégie. Je n'ai pas la trajectoire complète que j'envisageais tout à l'heure. Et pour revenir un peu sur cette idée d'ingénierie climatique, pour vous donner des exemples, eh bien, on part aujourd'hui, dans cette réflexion d'adaptation au changement climatique, il y a l'idée que finalement, les écosystèmes terrestres, eh bien, ils peuvent avoir un effet retour sur le climat. Donc, par exemple, certaines pratiques d'usage des terres.
Et ce que l'on développe beaucoup, ça c'est très important, c'est que si l'on sait que le climat a un impact très fort sur les écosystèmes, notamment sur l'eau, la radiation solaire, température, vent, etc., eh bien, de plus en plus, on se rend compte que les écosystèmes peuvent avoir un effet sur le climat. Et ça, c'est un résultat extrêmement important, notamment sur des caractéristiques d'évapotranspiration, d'albédo ou de rugosité de surface. Et fort de ces constats, toute la construction aujourd'hui par rapport au système vivant dans les villes, c'est une ingénierie climatique qui va effectivement utiliser les végétaux pour combattre ces problématiques de changement climatique. Seulement, ça va être fait de façon ponctuelle, un problème, une solution, et on va voir la ville non pas comme un seul écosystème interconnecté, mais comme un ensemble d'écosystèmes individuels qui vont résoudre à un instant T la problématique du changement climatique. Par exemple, tout ce qui est arbres dans les rues, les pelouses, les parcs, voilà, on va s'intéresser particulièrement à ces états d'écosystèmes présents en ville, friches, décharges, forêts urbaines, terres cultivées, zones humides, lacs, ruisseaux, etc. Et donc, comme on est sur une vision État-stratégie, eh bien, toute la réflexion aujourd'hui, elle va être finalement, au fond, comment on peut utiliser ce végétal en ville pour du filtrage de l'air, de la régulation du microclimat, réduction des bruits, drainage des eaux de pluie, traitement des eaux usées, valeurs culturelles et récréationnelles. C'est-à-dire comment ces végétaux vont nous rendre un certain nombre de services écosystémiques très rapidement et pour contrer ces problématiques de changement climatique. Alors si on revient un peu sur quelques illustrations, effectivement, tout ce qui est filtrage de l'air, la végétation peut réduire la pollution, les particules dans l'air. Évidemment, le niveau de réduction va dépendre de la situation locale. Alors, il y a une foule d'articles, et d'ailleurs, qui sont en pleine explosion aujourd'hui dans la littérature. Par exemple, les conifères seraient plus efficaces que les caducifoliés, mais il faut faire attention parce que les conifères sont plus sensibles à la pollution. La localisation et la structure de la végétation va influencer la capacité à filtrer l'air. Donc, on voit que, par exemple, dans les parcs, jusqu'à 85% de la pollution de l'air peut être éliminée, et les arbres dans les rues, jusqu'à 70%. Si je prends par exemple tout ce qui est régulation du microclimat, eh bien effectivement, il y a un effet d'îlot de chaleur urbain, des températures maximales diurnes et nocturnes plus élevées en milieu urbain. Ça, c'est des constats. Et donc, les écosystèmes naturels aideraient à réduire ces différences de température. Et les arbres, par exemple, permettraient eux aussi. Voilà. Donc, on commence à avoir une littérature importante qui montre qu'effectivement, en fonction de leur localisation, en fonction de leur emplacement, ces végétaux pourraient avoir un effet régulation du microclimat avéré. Donc, la littérature, ce qu'elle nous dit, eh bien, par exemple, les parcs permettraient d'avoir une température inférieure de 2 degrés en moyenne. Les arbres des rues permettraient de réduire de 14 à 35% du besoin de chauffage ou de climatisation. Les arbres de rue par bâtiment, 5 à 10% d'énergie économisée. Et puis, la végétalisation de tous les toits, voilà, 7,6 degrés en moins pour les pics de chaleur. Donc, vous voyez, on est dans une ingénierie climatique qui réfléchit effectivement comment ces végétaux vont nous aider à régler ces problématiques. Drainage des eaux de pluie. Donc, évidemment, on sait qu'en ville, on a une grande problématique d'évacuation des eaux. Et les zones végétalisées permettraient de résoudre ce problème, notamment tout ce qui est infiltration dans le sol, tout ce qui est évapotranspiration. Voilà. Donc, vous voyez, on peut commencer à réfléchir à ça. Alors, des études sur Bruxelles ont montré que finalement, les toits végétalisés réduisaient de 54% la quantité d'eau relâchée par les bâtiments. 10% des toits végétalisés réduiraient de 2,7% le ruissellement régional. Le stockage de l'eau sur les toits, un gain ultérieur de transpiration et de rafraîchissement. Et sur Manchester, 20 à 23% de ruissellement en moins dans des cas de verdissement de tous les toits. Pour continuer... Enfin, il y a une diapo qui a sauté. Bon. Donc, si je fais le bilan, une littérature abondante, qui n'est pas toujours convergente, mais une idée que, globalement, la végétation en ville permettrait de rendre un certain nombre de services écosystémiques importants dans une idée
d'adaptation au changement climatique. Le problème, c'est que cette vision aujourd'hui, telle qu'elle est construite et telle que un certain nombre de personnes vont, c'est de voir cette adaptation essentiellement comme une stratégie pour aller très rapidement vers un état souhaité, et il est constaté, de diminution de chaleur, de filtration de l'air, etc. Et donc, dans cette idée d'ingénierie climatique, on va utiliser le vivant en tant que tel pour un résultat immédiat, plus ou moins patent, et donc, d'une stratégie, on va aller vers cet état. Les efforts vont être localisés avec une faible vision d'ensemble et vont être vus service par service. Et le problème, c'est que vous pouvez être super top pour du filtrage de l'air et l'être beaucoup moins pour de l'infiltration de l'eau, par exemple. Mais c'est pas grave, on l'a vu de façon séparée. Sauf qu'à un moment donné, l'effet cumulatif, il va peut-être être à contresens. Et donc, moi, la question que je pose, c'est finalement, quid de ces processus? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers une ingénierie non pas seulement climatique, mais écologique, qui prendrait en compte la dynamique des systèmes vivants, et derrière ça, l'idée de systèmes évolutifs, et considérer que finalement, la ville, ce n'est pas une somme d'écosystèmes indépendants les uns des autres, mais quelque chose d'interconnecté. Et donc, changer un peu notre vision de cette ville, en ayant derrière ça l'idée d'une vision plus évolutive, d'une aptitude à évolution en permanence nécessaire. Et ça veut dire que, finalement, il faut aller vers une appréhension beaucoup plus large des déterminants qui vont favoriser ou contraindre le système. Et ça veut dire qu'il faut aller vers une compréhension un peu plus forte de cette complexité de ces écosystèmes urbains. Il va falloir prendre en compte l'auto-organisation des systèmes vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les systèmes vivants, et ça on l'oublie un peu trop, ils sont autonomes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de nous. Quand vous prenez une zone humide, hein, le rôle de filtration que peut rendre cette zone humide, elle le fait toute seule. Hein. Les jeux bactériens, ils savent très bien faire sans nous. Donc, ne pas oublier que finalement, ces systèmes vivants, ils peuvent faire des choses mieux que nous pourrions le concevoir. Aller vers une idée de résilience et aussi, et ça je pense que c'est quelque chose d'important, c'est d'aller vers un moindre coût puisqu'on va utiliser les capacités intrinsèques des êtres vivants. Dans cette idée d'une ingénierie climatique, dans laquelle on va importer des éléments du vivant à chaque fois, on va mettre des parcs, on va mettre des forêts, si on est dans quelque chose de pas réfléchi et de considérer simplement que c'est du végétal. Le végétal, si on n'a pas raisonné un peu en amont, il va peut-être pas être adapté et puis il va peut-être mourir très vite. Il va falloir le remplacer continuellement. Et ça, à terme, c'est un coût énorme. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, eh bien, ça veut dire qu'il faut aller vers ces trajectoires d'adaptation, notamment en réfléchissant sur ces processus, en mettant aussi une succession de formes plus ou moins viables d'adaptation et vers des logiques de planification. C'est-à-dire que cette réflexion que le végétal peut rendre des services écosystémiques à la ville, elle est bonne. Mais est-ce qu'on ne peut pas le raisonner de façon plus large en mêlant ingénierie climatique et écologique? C'est-à-dire que finalement, au lieu de faire des actions ponctuelles dissociées les unes des autres, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir plus globalement, plus largement, ce que pourrait être une ville durable en favorisant l'hétérogénéité? Alors je schématise, mais au lieu de mettre 50 parcs, on peut mixer, mettre des parcs, des forêts, des prairies, bref, favoriser cette hétérogénéité des territoires, la synchronie, c'est-à-dire ne pas planter tout à la même période, mais imaginer des cycles de ces végétaux, des animaux qui seront associés, la diversité des espèces introduites, des espèces installées, voilà. La redondance, c'est-à-dire que si une espèce disparaît, ben, elle pourra être remplacée par une autre qui prendra la fonction de la précédente. Rétablir des articulations entre ce qui est disjoint,
et organiser l'auto-organisation, c'est-à-dire favoriser des espaces de liberté qui peuvent être des friches, qui peuvent être des zones de renaturation où eh bien, cette végétation elle-même on va lui permettre ses propres cycles biologiques. Voilà. Donc un effet portfolio sans jamais clore les concepts. Parce que ce qu'il faut bien voir, que si on ne rentre pas dans cette logique-là, eh bien à terme, ça va être un coût énorme, parce qu'on va avoir besoin de recommencer sans cesse pour remplacer le moteur de l'évolution. Voilà. Et pour terminer, par un simple adage, je dirais que finalement, eh bien, la stratégie de la durabilité, c'est, comme on ne sait pas, eh bien, c'est de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et d'espérer que dans cette diversité, dans cette hétérogénéité, les systèmes vivants prendront le relais et iront vers ces services écosystémiques dont nous avons besoin de façon efficace et durable. Voilà. Juste avant de terminer, pour faire le lien avec l'outil que Florence et Sandra vont venir présenter tout à l'heure, dans cette réflexion-là et dans le cadre de la chaire, compte tenu de ces éléments, on a réfléchi en se disant, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas construire un outil qui permettrait à ceux qui vont s'en emparer de mieux comprendre cette idée, ce besoin d'hétérogénéité, ce besoin d'une vision globale, ce besoin de regarder son territoire à un moment donné et de ne pas être simplement focalisé sur des éléments. Voilà, donc c'était un peu ça la philosophie de construction de cet outil qui après a été repris remarquablement par les collègues et déployé au sein de la chaire. Voilà, merci.